Deux petites jumelles tiennent une miche de pain au comptoir de l'épicerie et disent à la caissière « On peut payer plus tard ?» Notre maman est très malade à la maison. Un jeune millionnaire derrière elles entend tout. Il fait quelque chose que personne n'attendait. La sonnette de la porte tinta alors que Dylan Carter entrait dans la petite épicerie de quartier. Le vieux climatiseur peinait à faire face à la chaleur matinale, créant cette atmosphère chaleureuse typique des établissements familiaux. Dylan ajusta la manche de son costume sombre, se sentant immédiatement déplacé parmi les étagères modestes et le sol en linoléum. L'homme derrière le comptoir continuait d'arranger des produits sans lever les yeux. Dylan prit un panier et disparut entre les rayons, reconnaissant le manque d'attention. Il venait rarement dans cette partie de la ville. Son Pentouse au sommet n'était qu'à quelques pâtés de maison. Pourtant, cela lui semblait un monde entièrement différent. Il traversa les rayons et, avec 300 buts précis, ramassant des articles au hasard, une seule pomme, une barre de chocolat, un magazine quelconque. L'odeur bon marché des produits d'entretien se mêlait à l'arôme du pain frais, créant une combinaison étrangement réconfortante. Il s'apprêtait à se diriger vers la caisse lorsque la porte tinta de nouveau. Deux petites filles entrèrent dans le magasin, identiques, avec les mêmes cheveux foncés noués en tresses désordonnées et des robes simples et usées. Des jumelles, réalisa Dylan. Elles ne pouvaient pas avoir plus de 8 ans. Il y avait quelque chose dans leur posture, un mélange de détermination et de nervosité, qui attira son attention. Les petites jumelles se déplacèrent rapidement dans le magasin et prirent une seule miche de pain, la tenant soigneusement comme si c'était quelque chose de précieux. Elles allèrent directement au comptoir, échangeant des regards qui semblaient contenir toute une conversation silencieuse. Dylan resta entre les étagères, inexplicablement intéressé par cette petite scène quotidienne. « Bonjour », dit le propriétaire du magasin, regardant les filles avec une expression neutre. « Bonjour monsieur », répondirent-elles à l'unisson, leur voix petite mais claire. « Juste le pain aujourd'hui. » L'une hocha la tête tandis que l'autre posait la marchandise sur le comptoir. L'homme tapa le prix sur la caisse enregistreuse. « Ça fait $3,25. » Les jumelles échangèrent un autre regard, puis celle qui semblait légèrement plus confiante fit un pas en avant. « On peut payer plus tard ? » Notre maman est très malade à la maison, dit-elle, les mots jaillissant rapidement comme s'ils avaient été répétés, mais sa voix trembla légèrement à la fin. Le propriétaire du magasin marqua une pause, sa main suspendue au-dessus de la caisse. Son visage s'était un peu durci. « Je suis désolé, petite, mais nous ne faisons pas crédit, dit-il, non pas cruellement, mais fermement. Je ne peux pas faire d'exception. S'il vous plaît, insista l'autre jumelle, s'avançant pour se tenir à côté de sa sœur. Maman n'a pas pu se lever aujourd'hui et nous n'avons rien à manger. Les deux filles restèrent là, se tenant la main avec une dignité tranquille qui semblait déplacée dans des corps si petits. Dylan sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Sans y penser à deux fois, il s'approcha. « Combien coûte le pain ?» demanda-t-il, sa voix résonnant plus fort que d'habitude dans le petit établissement. Trois têtes se tournèrent dans sa direction, surprises par l'interruption. « $3,25, répondit le propriétaire du magasin. Dylan sortit un billet de $20 de sa poche et le posa sur le comptoir. « Prenez soin de mes courses aussi et gardez la monnaie. » Les jumelles le regardèrent avec des expressions de surprise identiques, leurs grands yeux reflétant une gratitude si sincère que Dylan détourna le regard, mal à l'aise avec l'intensité de cette émotion. « Merci, monsieur », s'exclamèrent-elles ensemble, presque en parfaite synchronisation. « Nous pourrons payer quand maman ira mieux. » « Pas besoin de payer, » répondit Dylan, se surprenant lui-même. « Tout va bien. » Les filles prirent le pain et sortirent en courant, mais non sans se retourner une dernière fois et agiter des sourires hésitants sur leurs visages identiques. « Bonne action du jour », commenta le propriétaire du magasin en terminant d'enregistrer les articles de Dylan. Dylan hocha la tête sans répondre, ramassa ses propres achats et sortit dans la rue ensoleillée. Il était censé retourner à son Pentouse, à ses réunions programmées, à la vie organisée qu'il avait construite. Mais ses pieds allèrent dans l'autre sens, la direction que les jumelles avaient prise. Il les aperçut tournant un coin, se tenant la main, la miche délicatement bercée par l'une d'elles. Une scène banale, presque insignifiante, deux enfants rentrant à la maison avec de la nourriture. Alors pourquoi ne pouvait-il pas détourner le regard ? On peut payer plus tard. Notre maman est très malade à la maison. La phrase résonnait dans son esprit comme si elle avait un sens caché qu'il devait déchiffrer. Il y avait un courage tranquille dans ces mots,
un sens des responsabilités que des enfants si jeunes ne devraient pas avoir à porter. Dylan s'arrêta, les laissant continuer. Il se retourna vers le pinacle, son pas plus lent que d'habitude. Son pentouse, autrefois un refuge, lui semblait étrangement vide lorsqu'il referma la porte derrière lui. Il laissa tomber les courses sur le comptoir et se dirigea vers la fenêtre. De là, il pouvait voir une partie de la ville qu'il avait vue naître, puis partir étudier, travailler, bâtir un empire et finalement revenir en étranger. Quelque part là-bas, deux petites jumelles inconnues rentraient chez elles avec une miche de pain pour leur mère malade. Quelque part dans ces rues, des vies se déroulaient, connectées les unes aux autres d'une manière que Dylan avait oublié d'apprécier. Il prit son téléphone, hésita, puis appela son assistant. « Marc, j'ai besoin que tu trouves quelque chose. » Il marqua une pause. Deux jumelles d'environ 8 ans, cheveux foncés en tresse. Elles étaient à l'épicerie de Maple Street ce matin. Elles ont dit que leur mère est malade. Je veux savoir qui elles sont et où elles vivent. Il raccrocha avant d'être questionné sur son intérêt soudain. Il ne saurait pas comment l'expliquer. Comment pourrait-il dire qu'une simple demande d'enfant dans un magasin de quartier avait remué quelque chose qu'il avait ignoré pendant des années? Dylan s'assit sur le canapé, ressentant le silence de l'appartement d'une manière nouvelle et inconfortable. Pendant un bref instant dans cette épicerie, il s'était connecté à quelque chose au-delà de lui-même, à l'inquiétude de ses enfants, à leur détermination, à la simplicité d'un problème qu'il pouvait résoudre avec un seul billet. Problème résolu, dossier clos. Alors, pourquoi ne pouvait-il pas arrêter de penser à ces petits visages identiques, à ces tresses désordonnées, à ces mains jointes? Pour la première fois depuis longtemps, Dylan Carter était curieux de quelqu'un d'autre que lui-même et une partie de lui savait que cette rencontre fortuite avait planté une graine qui changerait quelque chose dans sa vie parfaitement contrôlée. Du Pentouse du Pinacle, la ville ressemblait à un jouet soigné, ses pièces parfaitement ajustées. Dylan resta immobile près de la fenêtre du sol au plafond, un verre de whisky oublié à la main. Le liquide ambré reflétait le coucher de soleil tandis que les lumières de la ville commençaient à s'allumer une par une comme des étoiles artificielles. C'était une vue pour laquelle beaucoup paieraient des fortunes. En fait, ils le faisaient. Les autres étages du Pinacle abritaient des dirigeants, des célébrités, des héritiers, des gens que Dylan connaissait de nom, mais rarement par leurs histoires. Des gens comme lui, ou du moins comme il se pensait autrefois. Son téléphone vibra sur la table basse. Dylan l'ignora. C'était probablement Marc, son assistant, avec des informations sur les jumelles, ou l'un des avocats voulant discuter de la nouvelle acquisition sur la côte ouest, ou le gérant du restaurant confirmant sa réservation habituelle du vendredi soir, une table pour un. Tout pouvait attendre. Pour la première fois depuis des années, Dylan Carter vivait un moment de clarté qui n'impliquait pas de feuilles de calcul ou de contrat. Il fit tournoyer le verre entre ses doigts, observant la ville qu'il avait contribué à façonner. Là-bas se trouvait le parc qu'il avait financé il y a 3 ans, le complexe d'affaires qui avait revitalisé le centre-ville, le vieux théâtre qu'il avait sauvé de la démolition, son héritage en béton et en acier. Et quelque part là-bas, perdus parmi les milliers de fenêtres illuminées, se trouvaient deux jumelles portant une miche de pain à leur mère malade. On peut payer plus tard. Notre maman est très malade à la maison. La phrase ne l'avait pas quitté. Elle le suivait comme une ombre à travers les couloirs du Pentouse, résonnant dans les espaces vides qui n'avaient jamais semblé vides auparavant. Dylan balaya l'appartement d'un œil critique. Tout y avait été choisi avec une précision chirurgicale, meubles de design italien, œuvres d'art originales, tapis importés, le meilleur que l'argent pouvait acheter. Chaque objet racontait l'histoire d'un homme à succès, mais aucun ne racontait l'histoire de Dylan Carter, l'homme derrière l'entreprise, derrière la fortune. Il y avait quelque chose d'étrangement impersonnel dans la perfection de l'environnement, comme un décor, une photo de magazine au lieu d'un foyer. Dylan remarqua avec une clarté inconfortable l'absence des petits détails qui rendent un espace habité. Il n'y avait pas de livre à moitié lu avec des marque-pages, pas de tasse à café oubliée, pas de photos personnelles. Même le courrier était parfaitement organisé dans un plateau près de la porte, intact. Il s'assit sur le canapé qui coûtait plus cher qu'une voiture de luxe et qui, ironiquement, n'avait jamais reçu de visiteurs. La douceur du tissu italien contrastait de manière saisissante avec le souvenir des robes usées des jumelles. Penser à ces filles remua une sensation étrange. Ce n'était pas exactement de la pitié. Il y avait trop de dignité dans leur maintien pour de la pitié. C'était plus de la curiosité, peut-être même de l'admiration, pour le courage de demander de l'aide, pour la responsabilité qu'elles assumaient si jeunes, pour le lien évident entre elles.
Lien, le mot résonnait dans son esprit comme une note dissonante. Quand était la dernière fois qu'il avait ressenti un lien véritable avec quelqu'un? Pas les relations transactionnelles qui dominaient ses journées avec des partenaires, des employés, des amants occasionnels qui disparaissaient avant le petit déjeuner. Une vraie connexion désintéressée comme ce qu'il avait vu entre ses enfants, probablement avant qu'il ne devienne Dylan Carter, le nom qui apparaissait dans les magazines d'affaires et les listes de milliardaires. Quand il n'était que Dylan, le jeune homme ambitieux d'une petite ville, déterminé à prouver sa valeur. À l'époque, il y avait des gens dans sa vie, de vraies personnes, pas des contacts dans un agenda électronique ou des noms sur des contrats. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, Dylan le prit. Un message de Marc, info trouvé sur les jumelles. Sophie et Leia Thompson, 8 ans, vivent dans un appartement au 476e Street. Mère célibataire, Clara Thompson, diagnostiquée avec. Dylan n'eut pas besoin de lire le reste. Maintenant, les filles avaient des noms, Sophie et Leia, et une adresse, une histoire se formant. Il reposa le téléphone sur la table, agité. Que comptait-il faire de cette information? Pourquoi s'en souciait-il? Un simple acte de charité occasionnel était une chose, payer le pain, laisser un pourboire généreux, faire des dons anonymes. Mais cet intérêt persistant était différent, inconfortablement différent. Il se dirigea vers le bar et remplit son verre. La boisson descendit chaude, familière, sans offrir le réconfort habituel. La ville était toujours là, lumineuse et indifférente, séparée de lui par du verre trempé et l'altitude. Dylan avait passé des années à construire cette barrière, brique par brique, affaire par affaire, étage par étage. Maintenant, pour la première fois, il se sentait emprisonné par elle. Il regarda autour de lui la vastitude de l'appartement qui résonnait de sa solitude. Tout était exactement comme il l'avait prévu, parfait, contrôlé, vide. On peut payer plus tard. Les mots des jumelles avaient une humilité que Dylan reconnaissait de son propre passé avant le succès, avant l'argent. Une humilité qu'il avait oubliée, enfouie sous des couches de réalisation et d'acquisition. Ces filles avaient quelque chose que tout son argent ne pouvait acheter. Elles avaient l'une l'autre une mère qu'elles aimaient et pour qui elles enduraient la honte de demander. Dylan retourna à la fenêtre, cherchant dans le paysage urbain une réponse à l'agitation grandissante dans sa poitrine. La ville, comme toujours, restait belle et distante, comme une amie qui ne se rend jamais entièrement. 5 ans auparavant, il était revenu dans cette ville comme un conquérant déterminé à laisser sa marque. Et il l'avait fait. Sa marque était là dans les bâtiments qu'il avait construits, dans les entreprises qu'il avait établies. Mais quelque chose manquait, une pièce de puzzle dont il ne réalisait que maintenant qu'il l'avait perdue. Peut-être que le véritable héritage n'était pas dans les bâtiments ou les comptes bancaires. Peut-être était-il dans des connexions plus simples, comme la confiance entre deux sœurs, le regard de gratitude sincère, le petit geste d'aider des étrangers. Un rire sec s'échappa de ses lèvres. Il devenait philosophique pour une miche de pain. Une seule miche coûtant $3,25. Mais il ne s'agissait pas du pain, réalisa-t-il, il s'agissait de la demande, de la vulnérabilité du besoin et du courage de demander. Il s'agissait de connexion, de besoins humains, quelque chose qu'il avait oublié de ressentir depuis longtemps. Dylan termina sa boisson et posa le verre sur la table basse avec une résolution soudaine. Demain, il irait au 476e Street. Non pas pour interférer ou s'immiscer, juste pour observer, pour comprendre pourquoi. Il ne pouvait l'expliquer. Peut-être parce que pour la première fois depuis longtemps, il ressentait quelque chose au-delà de l'ennui contrôlé qui dominait ses journées. Ou peut-être parce qu'il avait entrevu dans cette brève rencontre à l'épicerie quelque chose que son empire de verre et d'acier ne pourrait jamais lui offrir. Du pantouse parfait, surplombant la ville qu'il avait conquise, Dylan Carter savait enfin. Il avait bâti tout un monde de choses, mais aucune n'était un foyer. L'épicerie semblait différente le matin, plus animée, plus réelle. Dylan ajusta ses lunettes de soleil et poussa la porte, faisant tinter la sonnette comme la veille. Cette fois, cependant, il ne portait pas un costume impeccable, mais un jean et une simple chemise. Une tentative maladroite de paraître quoi? Normal, moins intimidant. Un employé différent de la veille réapprovisionnait les produits dans les rayons. Dylan s'approcha, essayant de paraître décontracté. « Bonjour, dit-il. »« Salut. J'étais ici hier et j'ai vu 2 filles, des jumelles. Elles ont acheté une miche de pain. » L'homme fronça les sourcils, confus. « Désolé monsieur, j'ai commencé mon quart aujourd'hui.
Aucune idée de qui vous parlez. Dylan tenta de nouveau. Deux petites filles identiques d'environ 8 ans, cheveux foncés en tresse. L'employé haussa les épaules. Beaucoup d'enfants entrent et sortent. Je ne remarque pas vraiment. Dylan le remercia et acheta une bouteille d'eau dont il n'avait pas besoin. La frustration grandit en lui. Un sentiment inhabituel pour quelqu'un habitué aux réponses immédiates. Au comptoir, il hésita. L'employé d'hier. À quelle heure revient-il? Monsieur Meyers? Pas avant demain, répondit l'homme rangeant l'argent dans la caisse enregistreuse. Dylan hocha la tête et partit, sentant le soleil du matin sur son visage. Il avait une adresse, 476 M Street. Mais il voulait plus que cela. Il voulait du contexte, voir le monde dans lequel ses filles vivaient avant de simplement se présenter là-bas. Il décida de marcher pour explorer les rues de la ville qu'il avait transformée avec ses investissements, mais qu'il avait rarement expérimenté de près. Les trottoirs changèrent à mesure qu'il avançait sans destination précise. Les façades de marbre poli des boutiques haut de gamme cédèrent la place au béton fissuré. Les cafés branchés avec terrasse furent remplacés par de petits restaurants avec des menus en plastique dans les vitrines. Les rues devinrent plus étroites, plus bondées. Dylan passa inaperçu ici, juste un autre homme marchant un jeudi matin. Il était habitué à être remarqué, à ce que les portes s'ouvrent devant lui, à recevoir des sourires parfaits et étudiés. L'invisibilité était une sensation étrangement libératrice. Au coin de la rue, un homme jouait du saxophone, son étui ouvert à ses pieds, contenant quelques pièces éparses. La mélodie improvisée flottait dans l'air, berçant le matin de ses notes mélancoliques. Dylan s'arrêta pour écouter, laissant la musique s'infiltrer dans des lieux longtemps tués en lui. Quand le saxophoniste termina la chanson, Dylan plaça un billet de $20 dans l'étui. L'homme hocha la tête en remerciement, sans savoir qui était son bienfaiteur anonyme. Un geste pur, sans attente de reconnaissance. Contrairement aux dons substantiels que Dylan faisait régulièrement à des institutions qui apposaient son nom sur des plaques dorées, il continua de marcher sans but. Plus attentif maintenant aux détails de la ville qu'il avait contribué à façonner, mais rarement vraiment observé. Un fleuriste arrangeait des seaux de fleurs sur le trottoir, remplissant l'air de douces fragrances. Un groupe d'étudiants riait bruyamment devant un restaurant. Un couple âgé se promenait lentement, main dans la main, complètement absorbés l'un par l'autre. Cette ville animée, vibrante et imparfaite, continuait chaque jour pendant qu'il la regardait de loin, d'en haut, séparée par le verre et le privilège. Il passa devant une école primaire, la cour de récréation vide, indiquant que les cours étaient en session. Est-ce là que les jumelles étudiaient? Des enfants en uniformes assortis pouvaient être vus à travers les fenêtres des salles de classe. Petites silhouettes absorbées par des leçons qui façonneraient leur avenir. Dylan n'avait jamais beaucoup pensé à l'éducation publique auparavant. Ce n'était qu'une autre ligne dans ses impôts, un autre poste sur ses dons caritatifs annuels. Maintenant, cependant, il regardait le bâtiment modeste et voyait des vies se former, des opportunités être créées ou niées. Dans un petit parc à proximité, il s'assit sur un banc, observant une mère pousser une poussette tout en parlant au téléphone. La domesticité de la scène le frappa de manière inattendue. Des vies ordinaires, connectées, interdépendantes, si différentes de l'existence isolée qu'il s'était construite. Il sortit son téléphone, vérifia les emails qui s'accumulaient, réunions annulées sans explication, contrats en attente de sa signature, décisions attendant son verdict. L'Empire Carter ne s'arrêtait pas, même lorsque son fondateur décidait de faire une promenade impromptue dans des quartiers inconnus. En quelques touches, il reporta les réunions à la semaine suivante et délégua à des subordonnés compétents. Il faisait de la place. Pourquoi? Il ne le savait pas encore exactement. Il se leva et continua de marcher, laissant son intuition le guider à travers des rues de plus en plus inconnues. Chercher deux enfants inconnus dans toute une ville était absurde. Il le savait, mais il ne pouvait pas retourner aux pentouses vides. Pas encore. Il tourna un coin et aperçut une petite aire de jeu nichée entre deux immeubles anciens, des balançoires, un toboggan, un bac à sable. Vide à cette heure de la journée, les enfants étant à l'école. L'école? Bien sûr. Les jumelles seraient à l'école en ce moment. Dylan s'assit sur un autre banc, se sentant à la fois soulagé et déçu. Qu'aurait-il fait s'il les avait trouvées? Que dirait-il? Bonjour, je suis le riche monsieur qui a payé votre pain hier et maintenant je vous suis. L'idée était absurde. Malgré cela, il ne pouvait pas partir.
Un panneau à proximité indiquait M Street au coin. Coïncidence? Où son subconscient l'avait-il mené ici? Il regarda les numéros des immeubles, il était proche. Il réalisa que le complexe de logement au 476 M Street devait être l'un de ces bâtiments en briques rouges débordant dans la rue. Construit des décennies avant le boom immobilier que Dylan avait contribué à alimenter, il n'était pas délabré, mais portait le poids des années et de l'entretien différé. Des fenêtres avec des rideaux de fortune, des plantes en pot essayant d'ajouter de la vie à de petits balcons, des vêtements séchant sur des cordes improvisées. Des vies en cours, imparfaites, en difficulté, persévérantes. Dylan observa les gens aller et venir, un homme âgé promenant un petit chien, une adolescente avec des écouteurs, un livreur portant des colis, tous faisant partie d'un tissu social dont lui, dans sa tour de verre, s'était complètement isolé. Il se rappela les jumelles, leurs visages identiques, la détermination tranquille dans leur posture. On peut payer plus tard. Notre maman est très malade à la maison. Il ne s'agissait pas seulement d'une miche de pain, réalisa-t-il, il s'agissait de connexion, de responsabilité, d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, des choses qu'il avait oubliées ou peut-être jamais vraiment comprises dans sa quête de succès et de contrôle. Alors qu'il se levait pour continuer sa recherche improvisée, il se sentit plus léger, comme s'il descendait d'une tour invisible qu'il avait bâtie autour de lui-même. La ville qu'il avait toujours vue comme une collection de propriétés et d'opportunités d'affaires se révélait maintenant comme un organisme vivant et respirant. Non pas une conquête à admirer de loin, mais un lieu à habiter, à expérimenter, à partager. Dylan Carter, l'homme qui avait bâti son empire en allant toujours plus haut, découvrait maintenant que ce qu'il cherchait vraiment pourrait être au niveau du sol, dans les rues, dans les rencontres fortuites qu'il avait ignorées si longtemps. Il continua de marcher sans destination précise, mais pour la première fois depuis des années, il se sentit vraiment présent dans le monde qu'il avait contribué à créer. Le soleil de l'après-midi commençait à décliner lorsque Dylan tourna dans une rue de maisons modestes en retrait des avenues principales. Il avait marché pendant des heures, ne s'arrêtant que pour un sandwich rapide dans un restaurant de quartier où personne ne le reconnut. La recherche improbable de deux filles dans toute une ville lui semblait de plus en plus absurde, mais quelque chose l'empêchait d'abandonner. C'est alors qu'il entendit les rires, un son cristallin et insouciant venant d'une ruelle entre deux vieux immeubles. Dylan ralentit son pas, attiré par la joie sincère dans les voix de ses enfants. Il s'approcha prudemment de l'entrée de la ruelle, ne voulant pas interrompre ce qui se passait. Ce qu'il vit le laissa figé. Sophie et Leia, les jumelles de l'épicerie, étaient là, lui tournant le dos, penchées sur une grande benne à ordures métalliques. Leurs cheveux foncés, toujours en tresses identiques, mais maintenant plus ébouriffés, se balançaient à mesure qu'elles bougeaient. Elles portaient des vêtements simples, usés, mais propres. « J'en ai trouvé une autre », s'exclama l'une d'elles, tenant quelque chose que Dylan ne put identifier. « Voyons s'il y en a plus », dit l'autre, se tenant sur la pointe des pieds pour atteindre plus profondément dans la benne. Elle fouillait dans les ordures, mais pas avec désespoir ni honte. Elle le faisait avec la naturelle et même la joie d'enfant en chasse au trésor, comme si cette activité n'avait rien de mal ou de triste. Dylan sentit une oppression dans sa poitrine. Le contraste entre l'innocence des rires et la réalité de ce qu'elle faisait était trop douloureux à regarder passivement. « Bonjour », dit-il en s'avançant. Les filles se retournèrent instantanément, surprises. Leurs visages identiques enregistrèrent d'abord le choc, puis la reconnaissance. « C'est l'homme du pain », murmura l'une d'elles à sa sœur sans quitter Dylan des yeux. « C'est moi », confirma, essayant de sourire de manière rassurante. Dylan Carter. Les jumelles échangèrent des regards comme si elles se consultaient sans mots. « Je suis Sophie », dit finalement celle qui semblait légèrement plus confiante. « Voici ma sœur Leia. »« Que cherchez-vous là-dedans » demanda Dylan, gardant une certaine distance pour ne pas les effrayer. Sophie hésita, mais Leia répondit avec la franchise typique des enfants. « Des canettes en aluminium. Monsieur Jenkins au centre de recyclage paie 5 cents pour chacune. » Dylan regarda de plus près et vit un petit sac en plastique à côté d'elle, contenant déjà quelques canettes écrasées. Elle ne fouillait pas des ordures communes, mais chassait spécifiquement des matériaux recyclables. « Vous en trouvez beaucoup » demanda-t-il, sincèrement intéressé. « Aujourd'hui, oui » répondit Leia avec enthousiasme. Derrière le restaurant italien, il y en a toujours un tas le jeudi. Sophie regarda Dylan avec plus de prudence, pesant ses intentions. « Vous avez besoin de quelque chose » demanda-t-elle, sa voix directe et mature, bien au-delà de son âge. La question,
si direct et adulte de quelqu'un de si jeune, prit Dylan par surprise. Que dirait-il? Qu'il les cherchait? Qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à leur demande pour une seule miche de pain? En fait, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, je me promenais et j'ai cru vous reconnaître. Les jumelles échangèrent un autre regard rapide. Vous habitez par ici? Demanda Sophie, curieuse. Pas trop loin, Dylan éluda les détails. Vous ramassez souvent des canettes? 3 fois par semaine, répondit Sophie avec une pointe de fierté. C'est notre travail. Un travail, répéta Dylan, surpris par le choix du mot. Oui, confirma Leia. Maman dit que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ramasser les canettes, c'est notre part. Il y avait une dignité dans ces mots qui toucha Dylan profondément. Des enfants si jeunes, comprenant déjà le concept de responsabilité familiale, de contribution. Un bref silence s'installa, seulement rompu par le bruit lointain de la circulation. Le soleil projetait de longues ombres dans la ruelle, signalant que l'après-midi tirait à sa fin. Vous avez terminé ici? Demanda finalement Dylan. Je peux vous aider à porter les canettes si vous voulez et peut-être vous ramener à la maison après. Il se fait tard. Il s'attendait à de la résistance, de la suspicion. Après tout, il était un étranger offrant de raccompagner 2 enfants. Mais à sa surprise, les jumelles se consultèrent d'un autre regard silencieux avant que Sophie ne réponde. C'est bon, on a beaucoup ramassé aujourd'hui de toute façon. Merci monsieur, ajouta Leia, ramassant le sac de canettes. Leur acceptation naturelle de son offre le troubla. Il n'y avait pas la méfiance qu'on s'attendrait à voir et qui serait saine pour des enfants qui traitent avec des étrangers. Vous ne devriez pas accepter de monter avec des gens que vous connaissez à peine, dit-il, incapable de contenir son inquiétude. Sophie haussa les épaules, un geste étrangement adulte sur sa petite silhouette. Vous nous avez aidés au magasin et vous avez des yeux bienveillants, expliqua-t-elle comme si c'était évident. Maman dit qu'on peut faire confiance aux gens qui ont des yeux bienveillants. Dylan sentit quelque chose se fissurer en lui. L'innocence de cette logique, la vulnérabilité qu'elle impliquait. Combien de gens aux yeux bienveillants avaient de mauvaises intentions? Eh bien, merci, répondit-il, incapable d'en dire plus. On y va. Ils marchèrent côte à côte sur le trottoir, Dylan ralentissant ses longues enjambées pour correspondre aux petites jambes des fillettes. Leia bavarda joyeusement à propos d'un dessin sur lequel elle travaillait, à propos de son plaisir de ramasser des canettes parce que parfois elle trouvait des choses intéressantes en chemin. Sophie resta plus silencieuse, mais ajoutait occasionnellement des détails au récit de sa sœur. « Comment va votre maman » demanda Dylan doucement, se rappelant la phrase qu'il avait entendue au magasin. « Vous avez mentionné qu'elle était malade. » Les jumelles échangèrent un autre regard rapide avant que Sophie ne réponde. « Elle est fatiguée parfois. Elle travaille beaucoup, mais elle va mieux aujourd'hui, » ajouta Leia. Elle a souri au petit déjeuner. Quelque chose dans la simplicité de cette réponse, mesurant la santé de leur mère par un sourire matinal, frappa Dylan profondément. Ils tournèrent dans une rue encore plus simple, bordée de petites maisons des 2 côtés. Certaines avaient des jardins bien entretenus, d'autres des clôtures cassées ou de vieilles voitures garées devant. Ce n'était pas exactement un quartier pauvre, réalisa Dylan. Plus comme un quartier ouvrier où les gens vivaient avec ce qu'ils avaient. C'est celle-là, Leia désigna une petite maison en briques. C'était une maison de ville étroite avec un petit porche protégé par une vieille balustrade. Quelques plantes en plastique essayaient d'apporter de la vie à l'espace limité et des rideaux blancs couvraient les petites fenêtres. Ils s'approchèrent du petit portail et Dylan remarqua des détails qui témoignaient de soin malgré la rareté. L'entrée propre, un paillasson usé, mais sans tache, un pot de fleurs artificielles colorées accroché à côté de la porte. Maman devrait être à la maison, commenta Sophie, ouvrant le portail. Elle travaille le quart du matin les jeudis. Dylan hocha la tête, se sentant soudainement nerveux. Que dirait-il à la mère des filles? Comment expliquerait-il sa présence? Il s'apprêtait à suggérer qu'il devrait peut-être les laisser et partir lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. Rachel Whitman apparut dans l'embrasure de la porte, sa silhouette mince encadrée par l'entrée. Elle avait les mêmes cheveux foncés que ses filles, tirés en un chignon simple, portant des vêtements modestes gris. Son visage pâle montrait de profondes cernes sous les yeux, mais ils s'illuminèrent à la vue des filles. Cette lumière disparut, remplacée par quelque chose de froid et dur quand elle remarqua Dylan. Sophie, Leia, à l'intérieur maintenant, ordonna-t-elle, sa voix tranchante comme la glace. Les jumelles hésitèrent un instant,
sentant la tension dans l'air. « Maman, c'est Monsieur Carter, l'homme qui, » commença Sophie. « Je sais qui est, » Rachel la coupa. « Entrez immédiatement. » Les filles obéirent, jetant des regards confus derrière elles. Leia serrait toujours le sac de canettes, maintenant oublié, dans sa main. La porte se referma derrière elle, laissant Rachel sur le porche, fixant Dylan avec des yeux qui avaient perdu toute la chaleur qu'ils avaient montrée à ses filles quelques secondes auparavant. « Que voulez-vous à mes filles » demanda-t-elle brutalement, sans se soucier des formalités. « Je les ai trouvées en train de ramasser des canettes » expliqua Dylan, restant près du portail, conscient que c'était son territoire. Il se faisait tard, alors j'ai proposé de les ramener à la maison. Rachel croisa les bras. Son corps mince était tendu comme une corde de violon sur le point de se rompre. Et pourquoi un homme comme vous s'intéresserait-il à deux petites filles fouillant dans les ordures? La dureté de sa question le frappa comme une gifle. Je les ai rencontrées hier à l'épicerie, répondit-il. Elles ont mentionné que vous étiez malade. Je voulais juste aider. Les yeux de Rachel se plissèrent dangereusement. Je ne suis pas malade et nous n'avons pas besoin de votre aide. Elle semblait inquiète, insista Dylan, choisissant ses mots avec soin. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, médicaments, visite médicale. Les riches n'aident pas les pauvres, Monsieur Carter, Rachel l'interrompit, sa voix aussi froide qu'une lame, sans vouloir quelque chose en retour. La franchise de sa déclaration le frappa comme un coup physique. Il voulut protester, dire qu'il était sincèrement préoccupé, qu'il n'avait pas d'arrière-pensée, mais les mots moururent avant d'atteindre ses lèvres. Ce n'est pas ça, parvint-il finalement à dire. Je veux juste aider. Vos filles sont extraordinaires et si elles sont inquiètes pour votre santé. Ma santé ne vous regarde pas, Rachel le coupa. Et mes filles ne sont pas votre projet de charité du jour. Dylan prit une profonde inspiration, essayant une approche différente. Je comprends votre méfiance, mademoiselle Whitman, mais les filles ont dit que vous étiez malade et aviez besoin d'aide. S'il y a un problème médical, je pourrais. Le seul problème ici, c'est vous qui êtes sur le pas de ma porte à essayer d'acheter ce qui n'est pas à vendre, Rachel l'interrompit de nouveau. Je n'ai pas besoin de vos médecins sophistiqués ou de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié, insista Dylan. C'est de l'humanité. Un sourire amer apparut sur les lèvres de Rachel. Humanité, répéta le mot, sonnant comme une insulte. C'est pratique de découvrir l'humanité quand on a des millions en banque et rien de plus intéressant à faire. Chaque mot fut prononcé avec une froideur calculée, comme si elle avait gardé ce discours depuis longtemps, attendant l'occasion de l'utiliser. Vous êtes injuste, dit Dylan, essayant de maintenir son sang-froid. La vie est injuste, Monsieur Carter. Quelque chose que les gens comme vous découvrent rarement. Dylan ravala la réponse défensive qui se formait dans son esprit. Il y avait quelque chose dans la posture de Rachel, pas seulement de la colère, mais une profonde douleur qui le fit reculer. Je suis désolé si j'ai donné la mauvaise impression, dit-il finalement. Je voulais vraiment juste aider après avoir entendu que vous étiez malade. Je ne suis pas malade, répondit Rachel, sa voix un peu moins tranchante. Mes filles, parfois elles exagèrent. Un rhume devient une pneumonie dans leur imagination. Ce fut la première concession, le premier moment de vulnérabilité qu'elle permit. Je suis content que vous alliez bien, répondit sincèrement Dylan. Rachel l'étudia longuement comme si elle essayait d'évaluer ses véritables intentions. Merci d'avoir ramené mes filles à la maison, dit-elle enfin, sa voix toujours froide, mais moins hostile. Mais ne revenez pas, nous n'avons pas besoin de votre argent ni de votre humanité. Dylan hocha la tête, comprenant que toute insistance ne ferait qu'aggraver les choses. Compris, dit-il simplement. Je m'excuse pour tout désagrément. Il se tourna pour partir, mais la voix de Rachel l'arrêta une dernière fois. Monsieur Carter. Il se retourna, rencontrant ses yeux sombres, si semblables à ceux de ses filles, mais sans leur innocence, durcis par des expériences qu'il ne pouvait qu'imaginer. Les riches n'aident pas les pauvres, répéta-t-elle, ne laissant aucune place à la discussion. Ils ne font que les utiliser et les jeter quand ils en ont assez de jouer au sauveur. Sans attendre de réponse, Rachel rentra chez elle et ferma fermement la porte, laissant Dylan seul dans le crépuscule qui commençait à envelopper la rue tranquille. Il resta là un instant, absorbant l'impact de ces mots cinglants. Une partie de lui voulait argumenter, se défendre, lui prouver qu'elle avait tort, mais une autre partie, plus honnête, se demandait s'il n'y avait pas une part de vérité dans son accusation. Après tout,
Qu'est-ce qui l'avait amené ici? Une sincère préoccupation ou une manière élaborée de se sentir mieux avec lui-même? Où était la ligne entre aider et s'immiscer, entre compassion et condescendance? Avec ces questions pesant sur son esprit, Dylan commença à marcher vers le centre-ville. À chaque pas qu'il éloignait de la petite maison en briques, il se sentait plus déplacé dans son propre monde, comme s'il s'était éveillé d'un long rêve confortable vers une réalité plus complexe, plus troublante. Les lumières de la ville s'allumaient, des points lumineux contre le ciel assombrissant. Quelque part devant se trouvait le bâtiment où il vivait. Sa tour isolée, surplombant tout et ne se connectant à rien. Et pour la première fois, l'idée d'y retourner n'apportait pas le confort habituel de la solitude. Les mots de Rachel le suivirent, non comme une accusation, mais comme un miroir reflétant quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment examiné. La nuit fut longue pour Dylan. Les mots de Rachel Whitman, « Les riches n'aident pas les pauvres », résonnaient sans cesse dans son esprit comme un refrain inéluctable. Allongé dans le lit king size qui lui apportait rarement un sommeil paisible, il fixait le plafond, revisitant la rencontre, la froideur dans ses yeux, la suspicion immédiate, le rejet automatique de toute aide. Et les filles, Sophie et Leia, fouillant dans les ordures comme si c'était un jeu, ramassant des canettes avec la dignité de ceux qui accomplissent une mission importante. Des enfants qui devraient jouer dans les parcs, pas travailler pour compléter les revenus familiaux. À 5 heures du matin, Dylan renonça à essayer de dormir. Il prit une longue douche, s'habilla simplement, jean, t-shirt, basket, et partit avant que le soleil ne soit complètement levé. Le supermarché 24h24 était presque vide à 7 heures. Dylan poussa un caddie dans les rayons, s'arrêtant pour considérer chaque article avec un soin qu'il n'avait jamais auparavant accordé à ses propres courses. De quoi une famille comme les Whitman aurait-elle besoin? Qu'est-ce qui serait utile sans paraître condescendant? Qu'est-ce qui aiderait sans offenser la fierté de Rachel? Il remplit le caddie de produits de première nécessité, riz, haricots, pâtes, sauce tomate, farine, sucre, huile, fruits frais, quelques friandises qu'il pensait que les jumelles aimeraient. Produits de nettoyage, fournitures scolaires, une trousse de premiers secours bien garnie, des vitamines. Dans la section pharmacie, il hésita. Rachel avait nié être malade, mais les cernes sous ses yeux, sa pâleur suggérait le contraire. Il ajouta des analgésiques, du sirop contre la toux, des remèdes pour l'estomac. Mieux vaut les avoir et ne pas en avoir besoin. À la caisse, le caissier somnole le regarda à peine en enregistrant les articles. Dylan paya en espèces, évitant la carte de crédit qu'il identifierait immédiatement comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de compter les centimes. Dehors, le ciel s'éclaircissait lentement. Dylan arrangea les courses dans une voiture de location, un autre choix délibéré pour paraître ordinaire, pas ostentatoire. Il conduisit lentement jusqu'à la maison des Whitman, se garant à une distance discrète. Le quartier dormait encore. Seul un chat errait sur les toits, observant l'intrus avec suspicion. Dylan porta les sacs soigneusement jusqu'à la petite maison en briques. Dans la faible lumière matinale, elle semblait encore plus modeste. Une fissure sur le mur latéral, une marche lâche sur le porche, une gouttière bouchée, des problèmes mineurs qui coûteraient une fortune en main-d'œuvre, insignifiants pour quelqu'un avec les ressources de Dylan. Il plaça les sacs délicatement sur le pas de la porte, arrangés pour qu'ils ne tombent pas ou ne bloquent pas la porte. Au-dessus de la pile, une simple enveloppe blanche sans fioriture. À l'intérieur, une note manuscrite, « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à l'hôtel Braise. Dylan Carter. » Rien de plus. Pas de message élaboré sur la charité ou la pitié. Pas de tentative de justifier le geste, juste un nom et un lieu. Une possibilité, pas une imposition. Il regarda les sacs une dernière fois, incertain s'il franchissait une ligne invisible de dignité que Rachel avait tracée. Mais ensuite, il se rappela les jumelles, leurs petites mains fouillant dans les ordures, leur sourire sincère. Malgré tout, certaines lignes pourraient devoir être franchies. Il s'éloigna rapidement, sans se retourner, sans attendre de voir leur réaction. Ce n'était pas un geste qui exigeait des témoins ou des remerciements. C'était simplement quelque chose qu'il se sentait contraint de faire, comme répondre à un appel qu'il n'avait pas réalisé qu'il entendait. Rachel Whitman se réveilla au son de l'alarme. 6h30 comme tous les jours. 15 minutes avant les jumelles, assez de temps pour préparer le petit déjeuner avant de les déposer chez la voisine pour qu'elle puisse travailler. Elle frotta ses yeux fatigués. Le mal de tête persistant était toujours là, comme il l'avait été pendant des mois. Mais aujourd'hui, il semblait légèrement moins sévère. Peut-être qu'elle allait enfin mieux.
Elle enfila une robe de chambre usée sur sa chemise de nuit, mit des pantoufles et se dirigea vers la cuisine. Elle mit de l'eau à bouillir, comptant mentalement la quantité de café restante, probablement assez pour 2 jours de plus. Ensuite, elle devrait choisir entre le café ou le lait pour les filles. Le budget ne permettait pas les deux. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine au ciel du matin. Un autre jour, une autre bataille. 8 heures debout derrière un comptoir de magasin. Puis 4 heures de nettoyage d'un bureau en centre-ville. Si tout allait bien, elle pourrait être à la maison vers 21 heures, juste à temps pour border les jumelles. Elle s'apprêtait à ouvrir la porte d'entrée pour vérifier le temps lorsqu'elle vit des formes à travers le verre dépoli, quelque chose sur le porche. Son cœur s'accéléra instinctivement. Les avis d'expulsion arrivaient parfois comme ça, laissés subrepticement à l'aube pour éviter les confrontations. Elle ouvrit la porte lentement, se préparant au pire. Des sacs, plusieurs, soigneusement arrangés. À travers le plastique, elle pouvait voir des courses, des produits de nettoyage, même ce qui semblait être une trousse de premiers secours et au-dessus, une enveloppe blanche. Rachel regarda de haut en bas la rue vide, cherchant celui qui les avait laissés, mais elle savait, avant même d'ouvrir l'enveloppe, qui l'avait fait, l'homme de la veille, Dylan Carter. Elle prit la note, lisant le message simple. Pas d'exigence, pas de ton condescendant, juste des informations où le trouver si elle le voulait. Son premier instinct fut de tout rejeter, de repousser les sacs, de les laisser sur le trottoir pour que quiconque les prenne. La fierté était souvent la seule chose qu'on ne pouvait lui enlever. Mais ensuite, elle pensa aux jumelles, à la lutte constante pour avoir de la nourriture sur la table, aux médicaments contre le mal de tête qu'elle avait manqué la semaine dernière et qu'elle ne pouvait pas se permettre de remplacer avant la prochaine paie. Avec un lourd soupir, Rachel commença à porter les sacs à l'intérieur, un par un. Il y en avait plus qu'elle n'avait réalisé. Assez de nourriture pour des semaines, des fournitures scolaires dont les filles avaient besoin, mais qu'elle avait reporté d'acheter. Des médicaments, exactement le genre qu'elle utilisait souvent. Dans le dernier sac, quelque chose d'inattendu, 2 petits ours en peluche marron identiques avec des rubans bleus autour du cou. Des cadeaux pour Sophie et Leia, soigneusement choisis pour qu'elles ne se disputent pas pour des designs différents. Rachel s'assit sur la chaise de cuisine, entourée des sacs, la note toujours à la main. Les larmes menaçaient de monter, mais elle les retint comme elle avait appris à le faire pendant des années. Il était facile de refuser l'aide quand elle venait avec des conditions, des attentes, de l'humiliation. C'était plus difficile quand elle apparaissait discrètement, respectant sa dignité, sans public pour applaudir le bienfaiteur. Maman, la voix endormie de Sophie vint du couloir. Qu'est-ce que c'est tout ça? Rachel cacha rapidement la note dans la poche de sa robe de chambre. Juste des choses dont nous avions besoin, répondit-elle vaguement. Rangeons-les avant le petit déjeuner. D'accord. Pendant qu'elles arrangeaient les articles dans les placards presque vides, Rachel pensa à la note cachée dans sa poche. Elle ne la jetterait pas ni ne l'utiliserait. Pas encore. Pas tant qu'elle pouvait s'en sortir seule, mais elle la garderait comme une clé d'urgence. Pas certaine qu'elle en aurait besoin, mais consciente qu'elle pourrait un jour. Hôtel Braise, murmura-t-elle à elle-même tandis que les jumelles discutaient avec enthousiasme de leurs nouveaux ours en peluche. Une adresse maintenant gravée dans sa mémoire, même si elle n'avait jamais prévu de l'utiliser. 3 jours s'écoulèrent depuis que Rachel avait trouvé les sacs à sa porte. 3 jours durant lesquels elle tenta d'ignorer le mal de tête persistant qui se propageait maintenant à tout son corps, pesant sur ses muscles comme du plomb. 3 jours à faire semblant d'aller bien, que ce n'était que de la fatigue et que ça passerait avec une bonne nuit de sommeil, quelque chose qu'elle n'obtenait jamais vraiment. Au matin du 4e jour, Rachel se réveilla en tremblant. L'alarme n'avait même pas sonné, mais quelque chose n'allait pas. Très mal. La pièce tourna quand elle essaya de s'asseoir. Sa peau normalement pâle brûlait comme du feu. J'ai juste besoin d'une douche, marmonna-t-elle, s'appuyant sur le mur pour se lever. J'ai juste besoin de me rafraîchir. Mais ses genoux cédèrent avant qu'elle n'atteigne le couloir. Le bruit sourd de son corps heurtant le sol résonna dans la petite maison. Sophie fut la première à se réveiller, toujours en alerte. À 8 ans, elle avait appris à dormir d'une oreille ouverte pour toute perturbation. Elle sauta hors du lit qu'elle partageait avec Leia et courut dans le couloir, trouvant sa mère par terre, essayant de se lever. « Maman » cria-t-elle, courant l'aider. « Que s'est-il passé ?»« Rien. » Rachel tenta de sourire, mais l'effort devint une grimace de douleur. « J'ai juste trébuché. Aide-moi à me relever,
ma chérie. Sophie essaya, mais Rachel était trop lourde pour ses bras minces. Léa apparut somnolente à la porte de la chambre, se frottant les yeux. « Maman est malade ?» demanda-t-elle, sa petite voix pleine de peur. « Non » insista Rachel, bien que son corps trahît ses mots. « Je suis juste un peu étourdie. Si vous m'aidez à retourner au lit. » Les jumelles se tinrent de chaque côté, leur petit corps forçant de soulever leur mère. Elles réussirent à la traîner jusqu'au lit où elle s'effondra épuisée. Sophie toucha le front de sa mère et retira rapidement sa main, alarmée par la chaleur. « Tu es en feu, maman. »« C'est de la fièvre. »« Juste un peu, » marmonna Rachel, les yeux lourds. « Allez vous préparer, Madame Jenkins. »« Nous ne partons pas aujourd'hui, » déclara Sophie avec une fermeté qui ne laissait aucune place au débat. « Nous allons prendre soin de toi. » Rachel voulut protester, mais les mots s'en mêlèrent dans son esprit fiévreux. Ses yeux se fermèrent contre sa volonté. « Maman » la voix de Léa trembla. « Maman, réveille-toi. » « Elle dort juste » Sophie rassura sa sœur, bien qu'elle n'en fût pas certaine elle-même. « Allons chercher de l'eau froide et des linges comme elle fait quand nous sommes malades. » Les jumelles travaillèrent ensemble avec l'efficacité née de la nécessité. Elles remplirent une bassine d'eau froide du robinet, trouvèrent des linges propres dans le tiroir de la cuisine et retournèrent à la chambre, plaçant des compresses sur le front brûlant de leur mère et les changeant chaque fois qu'elle devenait tiède. La journée s'écoula. La fièvre de Rachel ne baissa pas. Vers midi, elle commença à marmonner des mots incohérents, son corps alternant entre des frissons violents et une transpiration abondante. « Elle empire » dit Léa, les larmes brillant dans ses yeux. « J'ai peur, Sophie. » Sophie avait aussi peur, mais elle était l'aînée de cette minutée, comme leur maman leur rappelait toujours, elle devait être forte. Elle pensa à ce que Rachel ferait dans cette situation, appeler un médecin. Elle ne pouvait pas se le permettre. Des voisins? La plupart travaillaient pendant la journée. Puis elle se rappela la note, celle que sa mère pensait qu'elle ne connaissait pas, mais Sophie l'avait vue cachée dans le tiroir de la cuisine à côté de leur petite boîte de fonds d'urgence. « Je vais chercher de l'aide » décida-t-elle en se levant. « Reste avec elle, continue de changer les linges. Je vais trouver quelqu'un. »« Qui ?» demanda Léa, tenant la main fiévreuse de sa mère. « L'homme du pain, celui qui a apporté les ours en peluche. Maman a dit de ne pas lui parler. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Maman est vraiment malade » répondit Sophie, se dirigeant déjà vers la cuisine. « Et il a des yeux bienveillants, tu te rappelles ?» Elle trouva la carte exactement où elle s'y attendait, la saisit et la fourra dans sa poche. Elle hésita un instant, se demandant si elle devait changer son pyjama, mais l'urgence l'emporta. « Je reviens tout de suite » promit-elle à sa sœur. « Ferme la porte à clé et n'ouvre que pour moi. » Le soleil de midi était impitoyable lorsque Sophie sortit. La carte disait Hôtel Braise. Elle n'y était jamais allée, mais elle savait où c'était en centre-ville, près de ce grand immeuble de verre. Ce n'était pas trop loin, mais pour des jambes de 8 ans, cela aurait pu être un voyage à travers le monde. Pourtant, elle commença à marcher, courant d'abord, puis sprintant, la peur alimentant sa détermination. Les gens regardaient curieusement une petite fille en pyjama courant seule, mais personne ne l'arrêta. Personne ne lui demanda si elle avait besoin d'aide. Sophie ignora les regards, concentrée sur le fait d'avancer. Sa respiration brûlait, ses pieds lui faisaient mal sur les trottoirs chauds. Mais elle ne ralentit pas, maman avait besoin d'aide. Rien d'autre n'avait d'importance. Dylan était dans le hall de l'hôtel Braise, sur le point de se rendre à une réunion lorsqu'il remarqua une agitation près de la porte tournante. Des employés s'étaient rassemblés, chuchotant et pointant du doigt quelqu'un ou quelque chose qui venait d'entrer. C'est alors qu'il la vit, Sophie, toujours en pyjama, cheveux ébouriffés, pieds sales, visage rougi par les larmes et la sueur. Elle semblait perdue et désespérée dans la luxueuse zone de réception. « Sophie » Dylan traversa le hall à grandes enjambées, s'agenouillant devant elle. « Que s'est-il passé ? Où est ta sœur ? » « Maman » Sophie s'étrangla entre les sanglots. « Maman va vraiment mal. » La peur dans les yeux de la petite fille était palpable, brute. Dylan sentit sa poitrine se serrer. Elle est à la maison. Léa est avec elle. Sophie hocha la tête, incapable d'en dire plus. Elle tendit la carte froissée à Dylan comme si cela expliquait sa présence et son audace de le chercher. « Allons-y » dit-il en la soulevant sans hésiter. « Ma voiture est dehors. »
Ignorant les regards curieux des autres clients, Dylan porta Sophie jusqu'au parking. Il la plaça doucement sur le siège passager, attachant sa ceinture de sécurité. Tout ira bien, promit-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne se sentait. Nous allons chercher ta maman tout de suite. Le trajet jusqu'à la maison des Whitman n'avait jamais semblé si long. Sophie donna les directions en phrases courtes et hésitantes entre les sanglots. Son inquiétude pour sa mère était si tangible. Dylan pouvait presque la toucher dans l'habitacle de la voiture. Quand ils arrivèrent, Leia était à la porte, sautillant d'un pied sur l'autre d'anxiété à la vue de la voiture. Elle courut vers eux avant même que Dylan ne coupe le moteur. Elle ne se réveille pas correctement, Leia sanglota, s'accrochant à la main de Dylan dès qu'il sortit. Elle essaie de parler, mais ça n'a pas de sens. Dylan suivit les jumelles à l'intérieur de leur modeste maison. Le contraste entre le luxe de l'hôtel et ce lieu simple n'avait jamais été si frappant et si peu pertinent. Dans la petite chambre, Rachel était allongée sur le lit, couverte malgré la chaleur, son corps visiblement tremblant. Des linges chauds et humides parsemaient sa tête. Son visage, normalement pâle, était rougi et couvert de sueur. « Rachel », Dylan l'appela doucement, s'approchant. « Vous m'entendez » Ses yeux s'ouvrirent brièvement, flous. « Les filles » murmura-t-elle. « Prenez soin. »« Elles vont bien » la rassura-t-il, touchant son front. La chaleur émanant d'elle était alarmante. « Je suis là pour aider. Je vous emmène à l'hôpital. » Une faible protestation mourut sur les lèvres de Rachel tandis qu'une autre vague de frissons secoua son corps. Dylan ne perdit plus de temps. Soigneusement, il l'enveloppa dans les draps et la souleva dans ses bras. « Prenez vos ours en peluche, » dit-il aux jumelles qui regardaient avec peur. « Et tout ce que vous voulez apporter, nous pourrions être absents un moment. » Pendant que les filles coururent chercher leurs affaires, Dylan porta Rachel jusqu'à la voiture, l'installant doucement sur le siège arrière. Son corps semblait trop léger, réalisa-t-il sinistrement, comme si elle s'était consumée depuis un certain temps. Sophie et Leia revinrent rapidement, chacune tenant un petit sac à dos et serrant leurs ours en peluche contre leur poitrine. « Entrez », instruisit Dylan. « Attachez vos ceintures. » Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, il fit plusieurs appels, activant ses contacts pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'attente ni de paperasserie à l'arrivée. Le nom Carter ouvrait des portes et, pour une fois, Dylan se sentit vraiment reconnaissant pour ce pouvoir. Quand ils arrivèrent aux urgences, une équipe était déjà là. Rachel fut rapidement transférée sur une civière et emmenée à l'intérieur, laissant Dylan avec deux petites filles effrayées s'accrochant à ses jambes. « Où emmène-il maman » demanda Leia, les larmes coulant sur ses joues. « Pour prendre soin d'elle » expliqua Dylan, s'agenouillant à leur hauteur. « Les médecins la guériront. »« Elle va mourir » demanda Sophie dans un murmure, portant le poids d'une peur profonde et familière. « Non » répondit Dylan fermement. « Elle ne le fera pas, je promets. » Une promesse qu'il n'avait pas le droit de faire, mais qu'il se sentait contraint d'offrir. Les jumelles le regardèrent avec ce mélange de méfiance et d'espoir que seuls les enfants peuvent exprimer, voulant croire, mais apprenant déjà que les adultes ne peuvent pas toujours tenir leurs promesses. Elles furent emmenées dans une salle d'attente, plus calme que la zone principale, mais toujours publique. Dylan s'assit sur l'un des canapés en vinyle bleu, les jumelles s'installant immédiatement de chaque côté de lui comme si elles craignaient d'être séparées. « J'ai faim » murmura Leia. Après presque une heure d'attente silencieuse, Dylan réalisa qu'au milieu de l'urgence, personne n'avait pensé à la nourriture. Quelle heure était-il ? Il était déjà 15 heures. Elle n'avait probablement pas déjeuné. « Allons manger quelque chose » dit-il en se levant. « Ensuite, nous pourrons poser des questions sur votre maman. » Dans la cafétéria de l'hôpital, les jumelles mangèrent en silence, leurs yeux jetant occasionnellement des coups d'œil à Dylan comme si elles avaient peur qu'il disparaisse lui aussi. « Vous avez été très courageuse aujourd'hui » tenta-t-il de les distraire. « Surtout toi Sophie, venue me chercher seule. »« Maman dit qu'il faut être courageux » répondit-elle, jouant avec sa paille. « Mais j'avais peur. »« Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur » dit Dylan. « Cela signifie faire ce qui doit être fait même quand on a peur. » Les filles réfléchirent, hochant lentement la tête. Quand elles retournèrent à la salle d'attente, un médecin les attendait. « Monsieur Carter » demanda-t-il, lui tendant la main. « Docteur Mercey, je m'occupe de mademoiselle Whitman. »« Comment va-t-elle » demanda immédiatement Dylan. Le médecin jeta un bref coup d'œil aux jumelles avant de répondre,
choisissant ses mots avec soin. Elle a une grave infection bactérienne, probablement due à une grippe commune. Sa fièvre est très élevée, mais nous avons commencé de puissants antibiotiques. Nous la garderons hospitalisée pour observation. On peut la voir, demanda Leia, sa voix petite, mais pleine d'espoir. Le médecin sourit gentiment. Pas encore, ma chérie. Votre maman dort maintenant à cause des médicaments. Peut-être demain quand elle sera plus stable. Elle va guérir, insista Sophie, ses yeux rivés sur le médecin comme si elle cherchait le moindre signe de mensonge. Nous le croyons, répondit-il honnêtement. Elle est jeune et bien qu'elle soit assez faible, elle semble être une personne forte. Les jumelles absorbèrent cela avec la résignation des enfants qui ont appris que tout ne se passe pas comme ils veulent. Où allons-nous rester, demanda Sophie, regardant Dylan avec des yeux anxieux. La question le prit au dépourvu. Il n'y avait pas pensé, mais une chose était certaine, il ne les laisserait pas seuls. Nous resterons ici, répondit-il fermement. Nous attendrons ici à l'hôpital jusqu'à ce que nous puissions voir votre maman. Et vous, Leia regarda Dylan. Vous allez partir? La vulnérabilité de cette simple question frappa Dylan comme un coup de poing. Combien de fois ces filles avaient-elles été laissées? Combien d'adultes en qui elles avaient confiance avaient disparu? Non, répondit-il, se surprenant lui-même par la certitude de sa voix. Je ne vais nulle part. Je resterai avec vous. Les expressions de soulagement identiques sur les visages des filles lui brisèrent presque le cœur. Les heures suivantes s'écoulèrent lentement. Le trafic dans l'hôpital diminua à mesure que la nuit tombait. Les jumelles, épuisées par les événements de la journée, s'assoupirent sur le canapé de la salle d'attente, utilisant les vestes que Dylan avait trouvées comme couvertures improvisées. Leia fut bientôt profondément endormie, serrant son ours en peluche. Sophie luttait contre le sommeil, ses yeux lourds s'ouvrant occasionnellement pour vérifier si Dylan était toujours là. « Dors » murmura-t-il doucement. « Je ne vais nulle part. » Elle hocha la tête d'un air somnole et céda finalement, sa respiration devenant profonde et régulière. Dylan les observa toutes les deux, ressentant un mélange d'admiration et de tristesse. Si jeune pour porter de telles inquiétudes, si petite pour déjà connaître la peur d'être abandonnée. Périodiquement, il se rendait au poste des infirmières pour demander des nouvelles de Rachel. Stable, lui disait-on. Sa fièvre baisse. Elle se repose. Vers minuit, une infirmière s'approcha de lui. Une femme âgée à l'air maternel, mais efficace. Monsieur Carter. Mademoiselle Whitman est réveillée. Elle a demandé des nouvelles de ses filles. Dylan regarda les jumelles dormir. Elles viennent de s'endormir. Je ne veux pas les réveiller. L'infirmière hocha la tête, compréhension. Il est préférable de les laisser se reposer, mais, elle hésita. Mademoiselle Whitman a aussi demandé des nouvelles de vous. Dylan sentit une étincelle de surprise. Moi. Oui. Elle semblait préoccupée de savoir si vous étiez toujours là avec les filles. Jetant un dernier coup d'œil à Sophie et Leia, confirmant qu'elles étaient à l'aise, il suivit l'infirmière. La chambre de Rachel était silencieuse à l'exception du bip rythmique des moniteurs. Des lumières douces illuminaient son visage, toujours pâle, mais moins fiévreux. Des perfusions délivraient des fluides et des médicaments à son bras mince. Quand Dylan entra, ses yeux s'ouvrirent lentement. Ils se fixèrent sur lui avec une clarté qui manquait plus tôt. Le brouillard de la forte fièvre s'était dissipé. Les filles, fut la première chose qui sortit de ses lèvres sèches. Elles dorment dans la salle d'attente, répondit Dylan, s'arrêtant à une distance respectueuse. Elles vont bien, inquiète pour vous, mais bien. Rachel hocha légèrement la tête, semblant soulagée. Puis l'inquiétude revint sur ses traits. Vous auriez pu partir, dit-elle, sa voix faible, mais ferme. Vous en avez déjà fait plus qu'il ne fallait. Je ne pouvais pas les laisser seuls, répondit-il simplement. Rachel l'étudia longuement comme si elle essayait de résoudre un puzzle complexe. Pourquoi, demanda-t-elle finalement. Pourquoi faites-vous ça? Une question simple. Mais Dylan savait qu'elle portait le poids d'années de déception et d'abandon. Parce que personne ne devrait traverser cela seul, dit-il sincèrement. Et parce que vos filles sont incroyables. Et parce que... Il marqua une pause, cherchant les bons mots. Parce que parfois les gens ont juste besoin de quelqu'un qui reste. Rachel ferma brièvement les yeux comme si ces mots étaient trop lourds à traiter dans son état affaibli. Je ne peux pas rester ici,
murmura-t-elle. Je ne peux pas payer. Je n'ai pas d'assurance qui couvre. Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, l'interrompit Dylan gentiment. Reposez-vous, je m'occuperai des filles. Une promesse simple et directe, pas de grandes déclarations ou d'offres élaborées, juste l'assurance que pour ce moment, elle n'était pas seule. Rachel le regarda attentivement comme si elle cherchait de la malhonnêteté ou des arrière-pensées. Elle ne trouva que de la sincérité. Merci, murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Reposez-vous, répéta Dylan. Je m'occuperai des filles. Nous serons là quand vous vous réveillerez. Elle hocha la tête, les yeux se fermant déjà, l'épuisement et les médicaments la ramenant au sommeil dont elle avait désespérément besoin. Dylan partit tranquillement, retournant à la salle d'attente où les jumelles dormaient. Il s'assit sur le canapé à côté d'elle, se préparant à une longue nuit. Un membre du personnel de l'hôpital lui offrit une couverture et un oreiller qu'il accepta d'un signe de tête silencieux de remerciement. Alors qu'il s'installait pour ce qu'il savait être une nuit inconfortable, Dylan réfléchit à la façon dont la vie pouvait changer en un instant. Il y a une semaine, il ne connaissait pas Rachel Whitman ou ses filles. Il n'avait aucune idée que ces trois vies interconnectées existaient, luttant pour s'en sortir dans un monde souvent hostile. Maintenant, il était là dans une salle d'attente d'hôpital, veillant sur deux petites filles qui lui faisaient assez confiance pour dormir à ses côtés, liées à une promesse qu'il avait faite à une femme qui, jusqu'à récemment, le voyait avec suspicion et ressentiment. La vie était étrange, imprévisible. Les jumelles s'agitèrent dans leur sommeil, Sophie marmonnant quelque chose d'inintelligible. Dylan ajusta la couverture sur elle plus doucement qu'il ne s'en était jamais cru capable. Il ne savait pas ce qui se passerait demain ou le lendemain ou quand Rachel se rétablirait. Il ne savait pas comment il expliquerait ces jours d'absence au travail ou quelles répercussions il pourrait y avoir. Il ne savait pas si Rachel accepterait son aide une fois qu'elle serait assez forte pour la refuser à nouveau. Il savait seulement que pour l'instant il était exactement là où il devait être. Pour la première fois, quelqu'un restait simplement. L'hôpital avait ses propres rythmes. Dylan le découvrit vite. L'agitation organisée des matins quand les médecins faisaient leur ronde, le calme relatif des après-midi quand les visiteurs remplissaient les couloirs de voix feutrées et de pas prudents. L'étrange immobilité des nuits brisées seulement par les murmures des infirmières et le bip constant des moniteurs. Après 3 jours, Rachel fut transférée dans une chambre normale. Son corps répondait bien aux antibiotiques. La fièvre enfin sous contrôle, bien que la faiblesse persistât. Les médecins mentionnèrent qu'ils la déchargeraient bientôt si elle continuait à s'améliorer. Dylan établit une routine. Le matin, il gérait les affaires les plus urgentes par téléphone ou par email, donnant des instructions précises à ses assistants. Tôt l'après-midi, il arrivait à l'hôpital avec quelque chose à la main, un livre pour les jumelles, un simple bouquet pour la chambre de Rachel ou de la nourriture meilleure que celle de la cafétéria. Les filles l'attendaient avec une anticipation croissante, postées près de la porte ou à la fenêtre donnant sur le couloir, alerte au moindre signe de son arrivée. Dylan, Leia s'écriait inévitablement en le voyant, courant vers lui, toute réserve initiale oubliée. Sophie maintenait un peu plus de sang-froid, attendant qu'il entre avant de l'embrasser. Mais l'embrasser, elle le faisait, son petit corps se pressant contre lui dans un geste de confiance retrouvé. Rachel observait ses interactions depuis son lit, son expression soigneusement neutre. Au début, il y avait de la tension dans ses yeux comme si elle s'attendait à ce que tout soit une imposture. Mais à mesure que les jours passaient, cette tension céda à quelque chose de plus difficile à nommer. Pas tout à fait de la confiance, mais peut-être une suspension temporaire de la méfiance. Un jour, Dylan apporta un jeu de société, quelque chose d'assez simple pour des enfants de 8 ans. Je n'ai jamais joué à ça, Sophie admit, examinant les pièces colorées. Je vais vous apprendre, Dylan s'asseyant sur le petit espace au pied du lit de Rachel. Ce n'est pas difficile. Les jumelles s'installèrent à côté de leur mère qui se déplaça légèrement pour leur faire de la place, réprimant une petite grimace de douleur, mais pas assez vite pour échapper à l'attention de Dylan. On devrait jouer à table, suggéra-t-il, préoccupé. Ça vous donnerait plus d'espace pour vous reposer. Je vais bien, répondit Rachel. Sa première contribution volontaire à la conversation depuis son arrivée. J'aimerais aussi regarder le jeu. Cette simple phrase, une admission qu'elle voulait participer, même en tant que spectatrice, fut comme une petite victoire. Dylan offrit un bref sourire et commença à expliquer les règles. Le jeu progressa avec les rires des jumelles et les commentaires occasionnels de Rachel, aidant généralement ses filles avec des stratégies ou leur rappelant des règles qu'elle venait d'apprendre.
C'était presque une scène de famille normale, n'eût été le cadre hospitalier et l'histoire compliquée qui les avait amenés là. À un certain moment, lorsque Sophie applaudit pour un coup particulièrement bon, Dylan surprit Rachel en train de le regarder. Pas les jumelles, mais lui. Il n'y avait aucune hostilité dans son regard, seulement une sorte d'évaluation silencieuse. Quand leurs yeux se rencontrèrent, elle ne détourna pas immédiatement le regard comme elle l'aurait fait les jours précédents. Elle maintint son regard pendant quelques secondes, puis retourna au jeu. Un hochement de tête faible, presque imperceptible, le seul signe de reconnaissance du moment qu'ils avaient partagé. Le lendemain, Dylan apporta des livres, un pour chaque jumelle, soigneusement sélectionnés après avoir remarqué leurs intérêts. Pour Leia, un volume coloré de contes de fées réinventés avec des illustrations vibrantes. Pour Sophie, plus réservée et pensive, une histoire d'une fille qui découvre un monde secret dans son grenier. « Comment saviez-vous que j'aimerais ça ?» demanda Sophie, feuilletant les pages avec une admiration sincère. Dylan sourit. « Tu me rappelles un peu le personnage principal, observatrice, curieuse. » Sophie absorba le compliment avec un petit sourire fier. « Merci », Rachel dit quand les filles furent absorbées par les livres, sa voix basse, presque hésitante, comme si elle testait encore la sensation de gratitude. « De rien », Dylan répondit simplement, sans faire de chichi pour le moment. Les jours suivirent leur cours. Les visites de Dylan devinrent partie intégrante de la routine de la chambre 312. Les infirmières le saluaient par son nom. Certaines lui réservaient même la chaise la plus confortable quand elles savaient qu'il arrivait. Un après-midi, il apporta son ordinateur portable et à la demande des jumelles, leur montra des photos de lieux qu'il avait visités. Montagnes enneigées, plages de sable blanc, villes anciennes à l'architecture de contes de fées. « On peut y aller un jour ?» demanda Leia, désignant une photo de dauphins sautant dans des eaux turquoises. La question resta en suspens, chargée d'implications. C'était un « nous » qui incluait Dylan. C'était l'espoir d'un avenir au-delà de l'hôpital. Peut-être, Dylan répondit prudemment, conscient du regard de Rachel. Le monde est plein d'endroits incroyables à voir. Plus tard ce jour-là, après que les jumelles soient parties avec une bénévole de l'hôpital chercher de la glace, Rachel brisa le silence confortable qui s'était installé entre eux. « Vous n'avez pas à répondre à leurs questions sur l'avenir, » dit-elle, sa voix contenant plus de résignation que d'amertume. Ce sont des enfants. Elles ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. Dylan réfléchit avant de répondre. « Et comment les choses fonctionnent-elles, Rachel ?» Elle détourna le regard vers la fenêtre où la lumière de l'après-midi dessinait des motifs sur le sol en linoléum. Les gens aident quand ça les arrange. Puis ils reprennent leur vie. La simplicité de cette déclaration, la certitude calme de quelqu'un qui connaît la douleur de l'abandon, toucha Dylan profondément. « Pas toujours », dit-il. Rachel ne discuta pas, mais son silence en disait long sur son scepticisme. Quand les jumelles revinrent, portant une glace supplémentaire pour Dylan, on a choisi du chocolat parce que tout le monde aime le chocolat, la conversation resta en suspens. La veille de sa sortie, Dylan arriva plus tôt que d'habitude. Il trouva Rachel assise sur le bord du lit, essayant de plier les quelques vêtements qu'elles avaient apportés de chez elle. « Laissez-moi vous aider », offrit-il, s'avançant pour ramasser un petit t-shirt de Leia. Étonnamment, Rachel ne protesta pas. Elle se déplaça simplement, lui faisant de la place pour s'asseoir. Ils plièrent les vêtements ensemble en silence tandis que les jumelles coloriaient des livres d'activités qu'une infirmière leur avait donnés. « Merci », Rachel dit doucement après quelques minutes. « Pas seulement pour ça, pour tout. » Elle fit un geste vague comme si elle essayait d'englober tout, l'hôpital, le soin des filles, sa présence constante. « De rien », Dylan dit, comprenant tout ce qui était resté tu. Alors qu'il s'apprêtait à partir dans la nuit, Rachel fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit la main et toucha brièvement son bras, le contact physique le plus direct qu'elle ait jamais initié. « À demain », dit-elle. Pas comme une question, mais pas entièrement comme une affirmation. Il y avait une vulnérabilité déguisée, une invitation hésitante. « À demain », Dylan confirma. Sur le chemin du retour à l'hôtel, il réalisa qu'il souriait sans raison apparente. Quelque chose se déplaçait lentement et silencieusement, comme des plaques tectoniques bougeant imperceptiblement sous la surface de la Terre. Des liens se formaient, invisibles, mais indéniables, entre deux personnes que le destin avait placées dans des mondes séparés et entre un homme solitaire et deux petites filles qui, sans le savoir, remplissaient un vide dont il ignorait l'existence. Le jour de la sortie de Rachel arriva avec un soleil inattendument fort pour cette période de l'année.
Dylan se gara devant l'hôpital à exactement 10 heures du matin comme convenu. Sur le siège arrière de sa voiture se trouvaient 2 sièges auto pour enfants qu'il avait achetés la veille. Dans la chambre 312, il trouva les jumelles prêtes, sac à dos sur leurs épaules, ours en peluche serré fermement dans leurs petites mains. Rachel était assise sur le bord du lit, portant ses propres vêtements au lieu d'une blouse d'hôpital, un simple jean et un chemisier bleu délavé. Elle semblait plus mince qu'avant, nota Dylan. Les vêtements flottaient légèrement sur sa silhouette. « Tout est prêt ?» demanda-t-il, essayant de garder son ton léger. Rachel hocha la tête, visiblement mal à l'aise. « Pas de douleur physique, réalisa Dylan, mais avec la situation, la dépendance, le besoin d'accepter de l'aide. Les filles sont vraiment excitées de rentrer à la maison, répondit-elle, évitant une réponse directe. Une infirmière apparut avec un fauteuil roulant, une procédure standard pour les sorties d'hôpital. Rachel le regarda comme si c'était une insulte personnelle. « Je n'ai pas besoin de ça, dit-elle, tentant de se lever seule. « Maman », Sophie intervint avec un sérieux qui semblait trop grand pour son petit visage. Le médecin a dit, vous devez encore vous reposer au point. Dylan observa l'échange entre la mère et la fille, la réticence de Rachel, l'inquiétude de Sophie. C'était presque comme si leur rôle était inversé, l'enfant prenant soin de l'adulte. D'accord, Rachel concéda finalement, se laissant tomber dans le fauteuil roulant avec un mécontentement évident. La sortie de l'hôpital fut tranquille. Bien que les jumelles fussent excitées, elles semblaient sentir la tension de Rachel et restèrent inhabituellement silencieuses. Dylan les conduisit au parking, aidant Rachel à s'installer sur le siège passager avant pendant qu'il installait les filles dans leur nouveau siège auto. « Ces sièges sont neufs ?» Sophie demanda, toujours observatrice. « Oui », Dylan répondit simplement, ajustant sa ceinture de sécurité. « Pour nous », insista-t-elle. Dylan sourit. Pour qui d'autre serait-ce ? Le trajet de retour à la maison des Whitman fut principalement rempli de la voix excitée de Leia, désignant tout ce qu'elle voyait par la fenêtre, comme si elle redécouvrait le monde après avoir été confinée à l'hôpital. Rachel resta silencieuse, regardant le paysage défiler, fermant occasionnellement les yeux quand la voiture cahotait. Quand ils arrivèrent, Dylan remarqua que Rachel hésitait. Sa maison, autrefois un refuge, présentait maintenant un défi physique, des marches à monter, des repas à préparer, des responsabilités à reprendre. « Je vais vous aider à vous installer », offrit-il d'un ton décontracté comme si c'était la chose la plus naturelle. Rachel ne répondit pas immédiatement, son regard fixé sur la petite structure en briques. « D'accord », dit-elle finalement et Dylan comprit. Les jumelles coururent devant, impatientes de revoir leur maison. Dylan offrit son bras à Rachel pour l'aider à monter les marches de l'entrée. Après un instant d'hésitation, elle accepta. Son toucher était léger, juste assez pour maintenir l'équilibre, mais Dylan sentit le poids symbolique du geste. La maison était exactement comme il l'avait laissée quelques jours auparavant, petite, modeste, mais impeccablement propre et organisée. Les sacs de courses que Dylan avait apportés avant l'hospitalisation de Rachel étaient encore partiellement visibles dans le placard de la cuisine. « Je vais vous préparer quelque chose à manger », Dylan décida, se dirigeant vers la cuisine. Naturellement, Rachel le suivit, s'appuyant légèrement sur les meubles en se déplaçant. « Vous n'avez pas à le faire, dit-elle, mais sans sa fermeté habituelle. »« Je sais, » répondit-il, ouvrant déjà le réfrigérateur pour voir ce qui était disponible. « Mais je veux le faire. » Les jumelles entrèrent dans la cuisine, ayant déjà laissé leur sac à dos quelque ailleurs dans la maison. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la facilité avec laquelle elles reprenaient leur routine, comme si les jours d'hôpital n'avaient été qu'une brève interruption. « Je peux aider », Sophie offrit, s'approchant de Dylan. « Moi aussi », Leia ajouta, ne voulant pas être laissée de côté. « Bien sûr », Dylan sourit. « Sophie, pourrais-tu prendre les assiettes ? Les fourchettes et les couteaux ?» Observant ses filles prendre les tâches avec empressement, Rachel s'assit à la petite table de cuisine. Quelque chose dans son expression, un mélange de gratitude et d'appréhension, montrait clairement qu'elle était témoin de quelque chose de précieux et de périlleux. Le déjeuner fut simple, sandwich, soupe préchauffée, quelques fruits. Ils mangèrent ensemble, les jumelles animant la conversation avec des histoires d'hôpital, d'infirmières gentilles et de glaces de la cafétéria. Après le repas, Dylan insista pour que Rachel se repose. Elle ne s'y opposa pas trop. La fatigue du trajet et le stress émotionnel étaient évidents. Les jumelles, quant à elles, étaient trop excitées, montrant à Dylan chaque coin de la maison, leurs jouets préférés,
leurs livres, les photos scotchées au mur de leur chambre. Quand le soleil commença à se coucher, Dylan prépara un dîner léger. Il appela les filles pour les aider à mettre la table de nouveau, créant un sentiment de normalité et de routine. Rachel réapparut, l'air un peu plus reposé. Il y avait quelque chose de différent dans son comportement, une résolution tranquille, comme si elle avait pris une décision pendant sa sieste. Après le dîner, tandis que les jumelles allèrent se brosser les dents et se préparer pour le lit, Rachel et Dylan furent laissés seuls dans le petit salon. Le silence entre eux n'était plus aussi inconfortable qu'au début, mais il portait toujours un poids indéfini. « Je ne comprends pas », Rachel dit finalement, sa voix basse, presque pour elle-même. « Pourquoi vous continuez à venir ici ?» Ce n'était pas exactement une question, mais Dylan sentit qu'elle méritait une réponse. « Parce que je veux aider », dit-il simplement. Rachel secoua légèrement la tête. Personne n'aide sans raison. Il y avait une triste certitude dans ces mots, clairement née d'expériences douloureuses. « Quelle serait ma raison alors ?» demanda Dylan doucement. Rachel leva les yeux pour rencontrer les siens directement. « C'est ce que j'essaie de comprendre. » Un autre silence descendit, plus lourd que le précédent. Dylan n'essaya pas de le remplir, respectant le processus de Rachel. « J'ai travaillé dans un manoir », dit-elle abruptement, sa voix étonnamment stable avant la naissance des filles. Femme de ménage, cuisinière, tout ce dont ils avaient besoin. La famille était riche, puissante. Le fils cadet. Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Quand je suis tombée enceinte, ils m'ont renvoyée. Pas d'avertissement, pas de référence, rien. Ils m'ont jeté comme des ordures qui pourraient salir leur réputation. Dylan resta immobile, conscient du privilège que c'était d'entendre cette histoire, conscient de combien cela coûtait à Rachel de la partager. J'ai essayé de poursuivre en justice. J'ai été menacé. Avocat, intimidation. Un sourire amer courba ses lèvres. J'ai appris rapidement comment le monde fonctionne. Depuis, j'ai appris à survivre seul. Le dernier mot portait tant de poids, tant d'histoires non racontées. Seul, même avec 2 filles à élever, seul contre un système qui favorisait les puissants, seul dans sa méfiance envers toutes les offres. Et puis vous arrivez, continua-t-elle, étudiant la réaction de Dylan. Riche, généreux, intéressé par les filles. Et je me demande, que voulez-vous en retour ? La franchise de sa question était brute, douloureuse, mais aussi libératrice. Tout était enfin sur la table. Je ne suis pas venu ici pour vous sauver, Rachel, Dylan répondit après un instant. Je ne suis pas ici pour être un héros ou pour me sentir mieux avec moi-même. Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. Je veux juste être là si vous me le permettez. Pas d'attente, pas de condition. Rachel l'étudia longuement comme si elle pouvait déchiffrer des vérités cachées par l'intensité de son regard. Les filles vous aiment bien, dit-elle finalement. Je les aime bien, Dylan répondit sincèrement. Ce sont des enfants extraordinaires. Le bruit des jumelles revenant de la salle de bain rompit le moment. Leia arriva en courant, déjà en pyjama, cheveux humides de s'être lavés. « Tu vas nous raconter une histoire ?» demanda-t-elle à Dylan avec la facilité de quelqu'un qui considérait déjà sa présence comme acquise. Rachel observa la scène, l'espoir sur le visage de ses filles, la gentillesse avec laquelle Dylan répondait. Son expression s'adoucit presque imperceptiblement. « Juste une » accepta-t-elle, surprenant tout le monde, y compris elle-même. Puis c'est l'heure de dormir. Alors que Dylan suivait les filles dans leur chambre, il sentit le regard de Rachel le suivre. Il n'y avait plus l'hostilité initiale, ni la méfiance cinglante, juste de la vigilance prudente, mais avec une légère ouverture comme une porte qui, après des années verrouillées, s'entr'ouvrait enfin pour laisser entrer un peu de lumière. Le hall de l'hôtel Braise était calme lorsque Dylan arriva. Le portier de nuit fit un discret signe de tête alors qu'il traversait le foyer vers l'ascenseur privé menant directement aux pentouses. À un certain point, au cours des dernières semaines, il avait cessé d'enregistrer ces petits gestes de déférence qui avaient toujours ponctué sa vie. L'ascenseur monta silencieusement, les numéros illuminés marquant l'ascension, 5, 6, 7. Chaque étage l'éloignait davantage du monde d'en bas, du modeste appartement qu'il venait de quitter, laissant Rachel et les jumelles. Quand les portes s'ouvrirent sur le spacieux penthouse, Dylan hésita avant de sortir. Pendant un instant fugace, presque imperceptible, il se sentit comme un visiteur dans son propre domaine. Le penthouse était impressionnant selon n'importe quel standard, spacieux, élégant, minimaliste sans être froid.
De grandes fenêtres panoramiques encadraient la ville nocturne, ses lumières scintillant comme des étoiles artificielles. Une œuvre d'art vivante, constamment en mouvement. Dylan se dirigea vers le bar, se servit un whisky, puis s'arrêta, verre à la main, absorbant le silence. Non pas le même silence qu'il avait trouvé dans la maison de Rachel après que les jumelles soient allées se coucher. Là-bas, le silence semblait vivant, de petits bruits dans la vieille maison, la douce respiration d'enfants endormis, le craquement occasionnel du bois. Ce silence habitait. Ici, le silence était différent, parfait, fabriqué, isolé du monde par la conception architecturale et le privilège financier. Il erra lentement à travers les pièces comme s'il les voyait vraiment pour la première fois. Le salon avec son canapé italien qui n'avait jamais accueilli une réunion d'amis. La cuisine gastronomique où il cuisinait rarement. La chambre principale avec son lit king size, impeccablement fait par le personnel de l'hôtel chaque matin, qu'il soit utilisé ou non. S'arrêtant devant l'une des fenêtres, Dylan contempla la vue pour laquelle il payait une petite fortune. La ville s'étendait en dessous, sa forme définie par des routes illuminées et des bâtiments scintillants. Loin, presque au-delà de la vue, se trouvait le quartier où vivaient Rachel et les jumelles. Trop petit pour être discerné de cette hauteur, le contraste ne pouvait être plus clair. Ici, en hauteur, se trouvait tout ce que l'argent pouvait acheter. Là-bas, une famille luttait pour payer les factures, pour acheter du pain, pour survivre avec dignité. Il se rappela les mots de Rachel, « Quand je suis tombée enceinte, ils m'ont renvoyé, ils m'ont jeté. » Combien de fois dans ces années d'affaires avait-il vu des histoires similaires, des employés renvoyés pour être gênants, des gens traités comme des pièces de rechange dans une plus grande machine? Combien de fois avait-il détourné le regard, acceptant de telles pratiques comme simplement la façon dont le monde fonctionne? Dylan s'enfonça dans le canapé, le whisky toujours intact dans sa main. De manière inattendue, il se rappela la voix de Leia, demandant une histoire au coucher, ses grands yeux confiants fixés sur lui. Il se rappela Sophie, corrigeant sa sœur sur un détail, toujours vigilante, toujours protectrice malgré son âge. Il se rappela l'expression de Rachel alors qu'elle les regardait ensemble, prudente, évaluatrice, mais moins hostile. Un soupir s'échappa de ses lèvres, résonnant étrangement dans l'espace vide. Quelle ironie! Lui, Dylan Carter, dont les décisions impactaient des marchés entiers, dont le nom ouvrait des portes, dont la fortune pouvait presque tout acheter, cherchant l'acceptation d'une famille qui pouvait à peine payer ses factures. Il but une gorgée de whisky, sentant le liquide ambré brûler doucement dans sa gorge. « Je n'ai jamais eu de famille, murmura-t-il au vide. Je n'ai appris à vivre qu'en hauteur, seul. » Prononcés à voix haute pour la première fois, les mots portaient un poids surprenant. C'était vrai. Il réalisa qu'orphelin, élevé par des tuteurs lointains et des internats, il avait appris tôt à ne compter que sur lui-même, à considérer les relations comme des transactions, à maintenir une distance émotionnelle comme stratégie de survie. Sa vie d'adulte n'avait fait que renforcer ses leçons. En affaires, sa réputation de négociateur impitoyable était presque légendaire. Même ses rares amis ne connaissaient que le Dylan public, contrôlé, à succès. Il se permettait rarement d'être vulnérable et maintenant, il était attiré par une famille qui n'offrait rien d'autre qu'eux-mêmes, pas de connexions utiles, pas d'avantages stratégiques, pas de bénéfices tangibles. Juste deux filles avec des sourires faciles et une femme dont la méfiance avait été sculptée par la dureté de la vie. Il se leva, retournant à la fenêtre. Cette fois, il essaya d'imaginer la vue depuis le petit appartement de Rachel. Que serait-ce de regarder ces gratte-ciels lointains, chaque lumière représentant quelqu'un avec plus de ressources, plus d'opportunités, plus de sécurité? Une étrange sensation se forma dans sa poitrine. Pas exactement de la culpabilité, mais une sorte de compréhension tardive. Pendant des années, il avait cru que la hauteur le protégeait, que la distance était synonyme de pouvoir. Maintenant, il commençait à réaliser que cela signifiait aussi l'isolement. Le Penthouse, qui avait toujours été son refuge, lui semblait soudain trop grand, trop vide. Il manquait de quelque chose d'essentiel, le bruit de petits pas courant dans le couloir, des rires spontanés, même la tension des conversations difficiles. Il manquait de vie. Dylan termina sa boisson et posa le verre sur la table basse avec une résolution soudaine. Demain, il y retournerait. Il apporterait quelque chose pour le dîner. Peut-être aiderait-il les jumelles avec une tâche. Peut-être que Rachel le laisserait rester un peu plus longtemps. Peut-être qu'avec le temps, il pourrait prouver que tout homme riche ne jetait pas les gens quand il devenait gênant. C'était un début modeste, sans grande promesse ou proclamation dramatique,
juste une décision tranquille de continuer à se montrer, de continuer à être là. Il se dirigea vers la chambre, déboutonnant sa chemise en marchant. Le silence le suivit comme toujours, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas en paix avec lui. Pour la première fois, le silence semblait moins un luxe et plus une absence. Dans le lit king size, allongé seul sous le haut plafond, Dylan resta éveillé longtemps. Ses pensées traversèrent la ville, descendant de l'hôtel luxueux au petit appartement où 3 personnes dormaient, une famille unie par des liens qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. L'heure numérique de l'horloge de chevet marqua le lent passage des heures, 2 heures du matin, 3 heures. Finalement, les lumières de la ville commencèrent à s'éteindre une par une. Dylan observa ce lent assombrissement, pensant que les lumières les plus importantes, celles cachées dans de petites maisons, dans des sourires sincères, dans des gestes de confiance durement gagnés, ne pouvaient pas être vues de son point de vue privilégié. Il ferma finalement les yeux, laissant le silence du Penthouse l'envelopper. Demain, il redescendrait. Demain, pendant quelques heures, il échangerait tout ce luxe silencieux contre le chaos bruyant d'un petit appartement où, pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne se sentirait pas seul. Une semaine s'était écoulée depuis le retour de Rachel de l'hôpital. Dylan tint sa parole, passant quotidiennement avec des provisions ou des repas préparés, aidant aux petites tâches ménagères et passant du temps avec les jumelles. La tension initiale s'était apaisée pour devenir une routine presque confortable, bien qu'il y eût encore des moments d'hésitation des deux côtés. Ce samedi matin, Dylan arriva plus tôt que d'habitude. Il portait seulement une mince chemise sous le bras au lieu de ses habituels sacs de course. Rachel remarqua la différence immédiatement quand elle ouvrit la porte. « Bonjour », dit-il, une subtile formalité dans son ton qui n'y était pas avant. « Bonjour », Rachel répondit, s'écartant pour le laisser entrer. Son regard s'arrêta brièvement sur la chemise, mais elle ne posa pas de questions à ce sujet. Les jumelles étaient encore endormies, profitant de la liberté du week-end. La maison était calme, baignée dans la douce lumière du matin, filtrant à travers les minces rideaux. « Café », Rachel offrit, se dirigeant vers la cuisine. Sa mobilité s'était beaucoup améliorée, bien qu'elle se déplaçât toujours avec prudence. « Merci », Dylan accepta, la suivant. La petite cuisine avec son sol usé d'une propreté impeccable était devenue le théâtre de nombreuses conversations prudentes ces dernières semaines. C'était là que Rachel se sentait le plus à l'aise, son domaine, sa place. Pendant qu'elle préparait du café dans la vieille machine, Dylan s'assit à la table ronde, plaçant la chemise soigneusement à ses côtés. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais il portait une certaine attente. « Vous avez meilleure mine », observa-t-il, remarquant ses mouvements plus fluides. « Oui », elle acquiesça, versant 2 tasses de café. Le médicament a aidé. C'était une petite conversation sans risque, mais tous deux savaient qu'ils n'étaient pas venus si tôt, chemise à la main, juste pour ça. Rachel s'assit en face de lui, main autour de sa tasse de café comme si elle cherchait de la chaleur. Ses yeux se posèrent finalement sur la chemise. « Vous avez quelque chose à me dire » déclara-t-elle, non comme une question. Dylan hocha la tête, prenant une gorgée de café avant de répondre. « Il y a un poste ouvert à la blanchisserie de l'hôtel Braise, dit-il directement. Stable, sûr, avec des avantages sociaux. » Il marqua une pause, jaugeant sa réaction. « Ce n'est pas de la charité, c'est votre choix. » Rachel resta immobile, ses yeux rivés sur la tasse de café. Dylan pouvait presque voir la bataille sur son visage, méfiance contre besoin, fierté contre pragmatisme. « Pourquoi » demanda-t-elle finalement, levant les yeux. « Parce que vous méritez un nouveau départ » répondit-il simplement. « Parce que vous êtes qualifié. Parce que vous avez besoin de stabilité. » Rachel secoua légèrement la tête, non par refus, mais comme si elle essayait de trier ses pensées. « Vous possédez l'hôtel » dit-elle sans accusation, juste en énonçant un fait. « Les gens parleront. »« Je suis l'un des investisseurs » Dylan corrigea gentiment. « Je ne suis pas impliqué dans les opérations quotidiennes. La décision d'embauche reviendrait à Margaret, la responsable des RH. Elle a besoin de quelqu'un de fiable et d'efficace. » Rachel se leva abruptement, se dirigeant vers la fenêtre de la cuisine. Dehors, le petit jardin baignait dans le soleil du matin. Elle resta là un instant, tournant le dos à Dylan. « J'ai déjà 2 emplois, dit-elle d'un air lointain. Le magasin et le travail de nettoyage au bureau. Je sais, je vois à peine les filles. Je sais ça aussi. » Rachel se tourna lentement, son expression un mélange complexe d'émotions.
Combien s'appelle, demanda-t-elle. Dylan nomma un montant juste, compétitif, pas si élevé pour ne pas paraître une charité déguisée. Il vit les yeux de Rachel faire de rapides calculs, réorganisant mentalement les budgets et les possibilités. Le bruit de petits pas interrompit le moment. Sophie apparut dans l'embrasure de la cuisine, toujours en pyjama, cheveux ébouriffés, endormie, mais vigilante. « Bonjour », dit-elle, jetant un coup d'œil entre les adultes, percevant immédiatement l'atmosphère sérieuse. « Bonjour ma chérie », Rachel répondit, sa voix s'adoucissant automatiquement. Fin. Sophie hocha la tête, mais son regard resta sur Dylan et la chemise à la table. Toujours observatrice, elle ne manquait rien. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle directement. Rachel hésita, regardant de sa fille à Dylan, puis de nouveau à Sophie. « Monsieur Carter m'offre un travail » dit-elle honnêtement. « À l'hôtel » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent légèrement. « On va vivre à l'hôtel » Un bref sourire effleura les lèvres de Rachel. « Non, ma chérie, je travaillerai là-bas à la blanchisserie. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Leia apparut derrière elle, se frottant les yeux endormis. « Dylan » s'exclama-t-elle, son visage s'illuminant immédiatement. Sans la réserve de sa sœur, elle courut l'embrasser. Dylan accepta l'étreinte avec un sourire. Remarquant l'expression de Rachel, elle ne semblait plus méfiante, juste prudente avec une pointe de quelque chose proche de l'affection. « Prenons le petit déjeuner », Rachel décida, se retournant vers la cuisinière. « Ensuite, nous en parlerons plus. » Le petit déjeuner fut animé, les jumelles partageant des rêves élaborés et faisant des plans pour la journée. Dylan se joignit à la conversation, répondant à leurs questions, riant de leurs histoires, mais il remarqua que Rachel était distante, perdue dans des considérations silencieuses. Plus tard, quand les filles coururent dans le petit jardin pour jouer, Rachel parla enfin. « Si j'accepte, serait-ce possible ?» Elle hésita comme si les mots demandaient un effort physique. « Serait-il possible d'avoir une avance ? Juste une partie de la première paie ? » Bien sûr, Dylan répondit avec désinvolture, comprenant à quel point il lui était difficile de demander. « Je peux arranger ça aujourd'hui. » Rachel hocha la tête, son regard par la fenêtre. Sophie installait un jeu pendant que Leia sautillait joyeusement autour d'elle. « J'accepte », dit-elle fermement, les mots sortant fort malgré la bataille interne évidente. Elle se tourna vers Dylan. « Je suis fatiguée de juste survivre. Je veux vivre avec dignité. » La simplicité de cette déclaration portait le poids d'années de lutte, de choix difficiles, de fierté courbée, mais jamais brisée. « Quand puis-je commencer » demanda-t-elle. La décision prise, apportant une nouvelle détermination à sa posture. « Lundi » Dylan répondit, sortant des documents de sa chemise. « Voici les détails, quart de 8h à 16h, du lundi au vendredi. » Rachel prit les papiers, ses yeux scannant rapidement. « Ça signifie » elle fit le calcul, « que je peux chercher les filles à l'école tous les jours. » Oui, Dylan confirma, remarquant à quel point ce détail semblait plus important que tout autre avantage. Elle resta silencieuse un instant, absorbant la réalité de ce changement qu'elle était sur le point d'embrasser. Puis, inopinément, elle tendit sa main à travers la table. « Merci » dit-elle simplement. Dylan serra sa main, sentant les callosités sur ses doigts, les marques d'années de dur labeur. De rien. Les semaines suivantes apportèrent des changements subtils, mais significatifs. Rachel s'adapta rapidement à son nouveau travail, son efficacité naturelle impressionnant même les collègues les plus expérimentés. Les jumelles semblaient plus légères, sachant que leur mère serait là à la fin de chaque journée d'école. Dylan garda une distance respectueuse, ne visitant que les samedis, apportant de petits cadeaux pour les filles, parlant avec Rachel de sujets quotidiens. Il ne mentionna jamais le travail pendant ses visites, ni le fait que son influence l'avait aidé à avancer rapidement dans la structure de la blanchisserie. 2 mois après qu'elle ait commencé, un après-midi de samedi particulièrement chaude, Rachel le salua avec un regard différent, un mélange de fierté et d'anxiété. « J'ai trouvé un endroit », annonça-t-elle sans préambule dès que les jumelles coururent dehors pour jouer. Un appartement petit, mais avec 2 chambres. Dylan sentit un sourire sincère se former sur ses lèvres. « C'est super », répondit-il sincèrement. « C'est dans un immeuble décent », continua-t-elle, les mots jaillissant comme si elle les avait répétés, près de l'école des filles. « J'ai réussi à économiser pour la caution avec ces 2 mois de salaire. » Il y avait une étincelle dans ses yeux que Dylan n'avait jamais vue auparavant, espoir simple,
fierté sincère, la joie simple d'un accomplissement bien mérité. « Quand emménagez-vous » demanda-t-il. « Le week-end prochain » répondit-elle. Puis après une hésitation à peine perceptible, « Si ce n'est pas trop vous demander, nous aurions besoin d'aide pour quelques petites choses. » C'était la chose la plus proche d'une demande directe qu'elle ait jamais faite et Dylan comprit l'importance de ce petit acte de confiance. « Bien sûr » dit-il simplement. « Comptez sur moi. » Le jour du déménagement se leva lumineux et prometteur. Dylan arriva tôt, trouvant les jumelles excitées et Rachel organisant les dernières boîtes. La petite maison qui n'avait jamais eu beaucoup d'affaires semblait étrangement vide. « Nous n'avons pas grand-chose » nota Rachel en voyant son regard. Il n'y avait pas de honte dans sa voix. Juste de l'acceptation. « Ça facilite le déménagement » répondit-il naturellement. Ils travaillèrent ensemble, transportant des cartons et leurs quelques meubles dans le petit camion de location. Les jumelles aidèrent avec les articles plus légers, courant avec enthousiasme entre la maison et le véhicule. Il y avait une légèreté dans l'air, la promesse d'un nouveau départ, rendant même les tâches les plus difficiles plus faciles. Le nouvel appartement était au 3e étage d'un immeuble modeste, mais bien entretenu. Le vieil ascenseur ne pouvait contenir que 2 personnes à la fois, transformant le processus de déchargement en une petite aventure logistique qui faisait glousser les jumelles à chaque voyage. Quand le dernier carton fut finalement placé dans le salon, Rachel s'arrêta pour tout assimiler. L'appartement était petit, un salon compact, un coin cuisine, 2 minuscules chambres, une simple salle de bain. Les murs avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture. Le sol stratifié montrait des signes d'usure par endroits, mais la lumière entrait généreusement par les fenêtres et du petit balcon, on pouvait voir un peu de ciel bleu. Les jumelles coururent partout pour explorer, leur voix résonnant sur les murs encore vides, remplissant immédiatement l'espace de vie. Dylan se tenait près de l'entrée, donnant à Rachel de l'espace pour vivre le moment. Il la regarda passer sa main sur le comptoir de la cuisine, tester la solidité d'une étagère, ouvrir et fermer la porte de la chambre, petit geste de quelqu'un qui prend possession de son territoire. « Je peux installer quelque chose avant de partir » offrit-il quand elle retourna au salon. Au cours des heures suivantes, Dylan assembla une simple étagère, répara une charnière lâche sur un meuble de cuisine, accrocha des rideaux dans les chambres. Il travailla tranquillement, répondant aux questions occasionnelles des jumelles qui regardaient avec fascination, apprenant les noms des outils, offrant leur aide enfantine. Au moment où le soleil se couchait, baignant le salon d'une lumière dorée, la transformation était évidente. Il ne s'agissait pas seulement des tâches physiques. Il y avait quelque chose de plus subtil en jeu. L'appartement vide devenait un foyer. Les ours en peluche des jumelles occupaient désormais une place d'honneur sur la petite étagère du salon. Les livres de Rachel, peu nombreux, mais très appréciés, en tapissaient une autre. Une simple photo encadrée des jumelles reposait sur la table. Dylan rangea ses outils, sentant qu'il était temps pour lui de partir. C'était leur réussite, leur moment, leur espace. « Je pense que c'est tout pour l'instant » dit-il en se dirigeant vers la porte. Rachel l'accompagna tandis que les jumelles continuaient à déballer avec enthousiasme leurs trésors d'enfance, coquillages d'une sortie, pierres colorées, dessins soigneusement conservés. Le couloir extérieur était calme. Seule une radio lointaine d'un appartement voisin rompait le silence. « Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour nous » Rachel dit, sa voix basse, mais résolue, faisant un geste vague comme si elle indiquait non seulement l'appartement, mais tout, le travail, l'aide, la présence constante. Dylan sourit, n'offrant pas de réponse verbale, sentant que tout mot diminuerait le moment. Il hocha simplement la tête, reconnaissant le poids de sa déclaration. Pendant un instant, il resta là, regardant au-delà de Rachel dans l'appartement. Les jumelles étaient retournées au salon, déballant un carton de petits trésors d'enfants. Rachel se retourna aussi pour regarder, voyant la même scène. Ce n'était qu'un début, Dylan le savait. Il y avait encore beaucoup de défis à venir, de nombreux besoins non satisfaits, beaucoup d'histoires à surmonter. Mais à ce moment, en les regardant créer un foyer, il se sentit certain d'avoir contribué à quelque chose de précieux, non pas avec de l'argent ou du pouvoir, mais avec présence et respect. Avec un dernier salut, il se retourna et descendit le couloir, les laissant pour leur première nuit dans leur nouveau lieu. Ses pas résonnaient sur le carrelage, chacun l'éloignant physiquement, mais le rapprochant en quelque sorte de cette petite famille qui, sans le savoir, avait commencé à remplir les coins vides de sa propre vie. L'automne était arrivé, peignant les arbres de la ville dans des tons de rouge et d'or. Les matins apportaient cette brume particulière, vite dissipée par le soleil, laissant l'air vif et frais.
Dylan se réveilla tôt.